Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir, rejoints, en ce début d'après-midi, donc pour passer une petite heure ensemble, et vous présenter des réflexions et les intérêts et enjeux que peut avoir une déconstruction sélective en vue du réemploi. Alors ma présentation va s'articuler sur 3 points. Le premier point, ce sera un petit rappel du contexte, certains points de réglementation et aussi certaines définitions. Et ensuite, je propose, d'envisager le réemploi des éléments de construction et principalement, d'aborder les questions quand, comment et pourquoi. Et finalement, d'aborder le sujet, vers avec un peu des prospectives pour l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir, peut nous réserver au niveau des activités de déconstruction? Donc si je reviens un peu sur le contexte et les enjeux, j'aimerais vous présenter quelques chiffres en fait, hein, en disant que le bâti en Europe consomme, la moitié des matériaux extraits, hein, et également la moitié de l'énergie totale, consommée en Europe, est consommée par, les bâtiments et par la construction et le fonctionnement des bâtiments. Là, on prend l'ensemble du cycle de vie. 1 tiers de l'eau est également consommée par les bâtiments et finalement, ces bâtiments génèrent et les activités de construction et des constructions génèrent 1 tiers des déchets totaux. Alors, si on parle de déchets, les chiffres en 2018, on parle de 344 millions de tonnes de déchets minéraux et pratiquement 1 milliard de tonnes de déchets au total. Donc, ce qui fait que la construction et déconstruction génèrent 35% de l'ensemble des déchets, ce qui est vraiment très important. Et finalement, si on aborde la question du réemploi, les derniers chiffres, et ce sont des estimations parce qu'il n'y a pas vraiment énormément d'études à ce sujet, et on parle d'environ 1% des éléments de construction qui seraient réemployés. Donc 1%, c'est extrêmement faible parce que dans la plupart du temps, même si ces éléments sont réemployables, la plupart du temps, on les recycle. Quand on les recycle en les broyant ou en les refondant, et parfois même, on les met simplement en décharge. Alors, pour aussi un peu, remettre, les éléments dans le contexte, j'aimerais rappeler quelques notions, notamment la notion, de pollueur-payeur ou de producteur-payeur. Alors cette notion, c'est une notion qui est quand même relativement ancienne, hein. C'est une notion qui a été définie par l'OCDE en 1972 et c'est le principe selon lequel, qui pollue va devoir payer, et va devoir prendre en charge, on va dire, la remédiation, tout ce qui va être, prévention, réduction et la lutte. C'est le pollueur qui est en charge de cela. Alors, cette responsabilité environnementale, elle provient d'une période où il y a eu des accidents environnementaux majeurs, hein. On parle de marées noires importantes et d'accidents industriels très importants. Et finalement, pourquoi aborder cette notion de producteur ou pollueur-payeur? Parce que le producteur ou le détenteur d'un déchet est finalement responsable de son traitement. Et de là vraiment l'importance d'avoir un mandat clair et précis et d'avoir un contrat clair et précis avec une entreprise agréée, parce que sinon, il faut toujours se souvenir que ce soit sur un chantier de déconstruction ou que ce soit dans tout autre type d'activité, le producteur du déchet est responsable du devenir de ce déchet. S'il devait advenir que le déchet n'est pas traité correctement, il peut être poursuivi, il pourrait être inquiété en cas de gestion problématique de son déchet. Alors, que dit la loi au Luxembourg? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais rappeler quand même quelques points à ce sujet. Alors, la loi sur la gestion des déchets date de 2012, hein, elle est relativement ancienne et elle précise les points suivants. Elle intervient en définissant la hiérarchie des déchets, notamment la hiérarchie des types de traitement. Elle fait une part importante aussi à la prévention des déchets, hein. Il est clair que, plutôt que de traiter le déchet, le prévenir et prévenir sa génération, c'est une solution qui est nettement plus élégante. Elle définit les principes d'autosuffisance, donc le fait que le Luxembourg ait des obligations, pour traiter lui-même, une partie et la partie la plus importante de ses déchets, pour autant que les installations de traitement existent, dans le pays. Elle rappelle le principe du pollueur-payeur. Elle définit la responsabilité des différents acteurs, donc le producteur du déchet, euh, le, le transporteur, le négociant, le traiteur de déchets, etc.
Elle définit également le fait qu'il faut des autorisations pour exercer des activités spécifiques sur les déchets. Elle précise aussi les obligations au niveau registre et rapport et finalement, elle définit, les interdictions, les notions de contrôle et les sanctions éventuelles que pourrait, encourir un contrevenant. Alors cette loi du 31 mars 2012, elle est complétée par des plans nationaux de gestion des déchets. Le dernier date de 2018 et dans ce plan national de déchets, sont précisées notamment les interdictions de mélange, interdictions de dilution. Un point important parce qu'il n'y a pas, de possibilité de pouvoir traiter un déchet dangereux, notamment en le diluant ou en le mélangeant avec des déchets moins dangereux, par exemple. Donc interdiction de mélanger ou de diluer, les notions de prévention et les notions de tri. Alors cette loi de 2012, en fait, il y a une nouvelle loi qui a été déposée à la Chambre des députés en septembre 2020, mais qui est toujours à l'étude et qui n'a pas encore été promulguée. Alors, cette loi luxembourgeoise, ces règlements luxembourgeois, sont en fait des transpositions, de directives européennes. La directive européenne, définit, qu'est-ce qu'un déchet, intervient aussi au niveau de la prévention du recyclage, fixe des principes et objectifs pour les États membres, rappelle, l'importance de préserver l'environnement et la santé humaine, définit la responsabilité du producteur de déchets, fixe des obligations de réaliser des plans de prévention et de gestion des déchets, le droit du public à accéder à une information transparente au niveau des déchets. Elle incite à éviter le gaspillage de ressources et à favoriser l'économie circulaire. Ces directives européennes sont regroupées au sein d'un paquet qu'on appelle le paquet économie circulaire. Et ce paquet, en fait, fait vraiment la promotion du réemploi et de la circularité et fait en sorte de décourager au maximum la mise en décharge et tout ce qui serait gaspillage des ressources. Alors j'aimerais maintenant un peu rappeler aussi brièvement quelles sont les méthodes de traitement des déchets et surtout faire une distinction entre tout ce qui va être valorisation et élimination. Alors si on parle d'élimination, une des éliminations les plus couramment et les plus connues, ce sera la mise en décharge, hein, un stockage définitif. Mais on peut aussi penser à l'incinération sans valorisation énergétique. Ce sont des modes d'élimination qui existent de moins en moins, mais qui à une certaine époque étaient vraiment très, très, très courants. Alors, on va se focaliser sur la valorisation. On peut envisager deux types de valorisation, la valorisation matière ou la valorisation énergétique. Alors, si on parle de la valorisation énergétique tout d'abord, et là, on peut envisager tout ce qui va être incinération avec valorisation énergétique. C'est le cas notamment des ordures ménagères qui sont incinérées et, et dont le pouvoir calorifique permet de produire finalement de l'électricité. Alors, si on parle de valorisation matière, deux grands types, hein, tout ce qui va être, on va dire, recyclage, revalorisation vraiment de la matière et des composants du déchet. Et alors, il y a aussi une grande catégorie qui sera le remblaiement. Hein, si on parle de déchets de construction, utiliser des déchets minéraux en remblaiement, ben, c'est une valorisation de ces déchets. C'est un point important parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même aussi énormément de déchets de construction qui sont parfois évacués d'un chantier alors qu'ils pourraient rester sur place au moins un certain temps et être réutilisés pour le remblai. Alors il y a aussi tout ce qui est conversion des déchets en combustible. Là, je pense aux combustibles de substitution, des combustibles qui notamment sont utilisés en cimenterie pour leur pouvoir calorifique. Alors si maintenant on se penche plus vers le recyclage, ben, ça peut être le compostage est une forme de recyclage. La régénération, c'est notamment ce qui est fait pour les plastiques, etc. Et alors, je dirais, le meilleur des recyclages, ça va être le réemploi. Et voilà, c'est un peu cette hiérarchie des méthodes de traitement, mais on peut la représenter d'une autre manière. On la représente sous cette forme de pyramide inversée qui est basée sur l'échelle de Lansing. Alors Lansing, c'était un politicien néerlandais en 1979. Comment je dirais, euh, commencé à vraiment à faire les politiques de prévention au niveau des déchets. Et c'est lui qui a imaginé cette représentation je dirais, de la hiérarchie des méthodes de traitement. Hein, et donc,
si maintenant sur mon graphique, j'y adjoins un peu les politiques actuelles, notamment celle qui est reprise dans la Nullofal stratégie, on voit que le principe, c'est vraiment de maximiser la prévention et de minimiser la mise en décharge. Donc, tout ce qui va être prévention, ben, c'est prévention directe de la production des déchets et c'est la partie de réemploi des éléments, des produits, des équipements et vraiment éviter au maximum la mise en décharge, puisque finalement, une mise en décharge, c'est vraiment l'abandon du produit en délaissant absolument toutes les caractéristiques ou tous les aspects intéressants qu'il pourrait encore présenter. Alors, un point aussi important, c'est tout ce qui va être traçabilité des déchets, parce que vous comprendrez aisément que pour pouvoir suivre et connaître exactement quel a été le devenir du déchet, il faut absolument avoir des traces. Et donc, cette traçabilité des déchets, ben, elle peut s'exercer via des documents, principalement. Alors, des documents qui accompagnent le transport, hein, c'est une obligation, même si ce sont des déchets banals. Hein, donc, en tant que producteur ou détenteur de déchets, vous avez le droit de demander ces documents à la société qui se charge de leur transport et de leur traitement. Et ça peut être aussi ben, un suivi plus précis en ayant en sortie de chantier des bons de pesée. Et vous avez aussi des bons de pesée en entrée de centre de traitement. Alors, cette traçabilité, elle va s'exprimer sous forme de certificat de traitement, récapitulatif ou individuel. Ça peut être également une copie des documents de notification transfrontalière si vos déchets sont des déchets dangereux et qu'ils sont expédiés à l'étranger. À partir du moment où ils passent les frontières, il y a cette obligation d'avoir des documents d'accompagnement et c'est votre droit aussi de demander une copie de ces documents. Alors, c'est vraiment indispensable, c'est ce type de document qui va vous permettre de démontrer que vous avez bien respecté vos obligations. Ouais, et ça permet aussi de faire des vérifications après travaux, parce qu'à la différence d'un chantier de construction, un chantier de déconstruction, une fois que les déchets sont évacués, ben, on n'en a plus trace et il n'y a pas moyen de vérifier après les activités de déconstruction. Alors, j'aimerais aussi revenir un peu sur des définitions et un peu rappeler aussi la distinction qu'on doit vraiment faire entre le réemploi d'une part et la réutilisation. Dans le langage courant, les deux termes pourraient avoir un sens qui serait vraiment similaire, mais au niveau de la réglementation et au niveau du métier, il y a vraiment une distinction à faire entre les deux termes. Alors, tout d'abord, rappelez juste la définition du déchet, hein. Le déchet, c'est vraiment toute substance ou tout objet dont on a l'intention, l'obligation ou dont on se défait. Donc, l'intention suffit pour qu'une matière soit qualifiée de déchet. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. Il faut vraiment pouvoir justifier que une matière n'est pas un déchet si certains indices laisseraient à penser qu'il est abandonné ou qu'on n'en a pas pris soin. Alors, une définition pour rappeler quel est le sens du mot réemploi. Donc, c'est vraiment une opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets, donc qui ne sont pas passés par le stade de déchets, sont employés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc, c'est vraiment cette notion, j'ai un équipement, j'ai un élément de construction, je le réemploie pour le même usage et là, on ne parle pas de déchets, on continue à parler d'éléments de construction, d'équipements ou de produits. La réutilisation, c'est quand on réutilise, qu'on utilise de nouveau des substances, des matières ou des produits qui sont devenus des déchets. Avant cette réutilisation, on peut avoir une préparation à la réutilisation et cette préparation à la réutilisation, ce sera une opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation qui permet de faire passer justement ces déchets euh, du stade déchet au stade produit, élément ou équipement en vue de leur réutilisation. Alors le slide suivant va peut-être être un peu plus clair. Hein, on voit la photo en haut un mur qui a été déconstruit, donc un mur composé de briques et d'autres éléments de béton, des moellons, des choses comme ça. Là, on parle bien entendu de déchets. Si maintenant les briques dans ce tas de déchets en vrac
sont vérifiés, nettoyés, conditionnés sur palette, filmés. On ne parle plus de déchets, on parle d'éléments de construction. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir cette sortie du statut de déchet. Et donc, dans quel cas? C'est vraiment, il y a deux possibilités. Soit le détenteur les garde pour lui-même et en vue de les réutiliser, après ou sans traitement préalable, ou s'il les cède à un tiers avec la certitude de leur utilisation. Et alors, le tiers ne peut accepter que ce qui peut être réutilisé et qui répond à des critères de qualité préétablis. Quels sont ces critères? Quelles sont les conditions à respecter? Et il faut vraiment que ce soit une utilisation courante à des fins spécifiques. Donc, il faut que le type d'utilisation soit évident. Il faut qu'il existe un marché ou une demande. Pas de possibilité d'envisager cette sortie du statut si c'est pour alimenter un futur marché. Il faut que le marché soit existant. Et enfin, il y a un respect des exigences techniques et de la législation et des normes applicables aux produits. Hein, on ne peut pas envisager de réutiliser des éléments de construction qui n'auraient pas qui ne répondraient pas aux exigences techniques. Si vos briques sont complètement gélivées, qu'elles sont fissurées, qu'elles s'émiettent, etc., vous ne pouvez pas envisager, bien sûr, de leur faire échapper à leur existence en tant que déchets. Et finalement, un point très important aussi, il faut vraiment qu'on ait une absence d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé humaine. S'il y a présence de matières dangereuses au sein d'un produit, d'un élément, d'un équipement, il ne peut pas être considéré comme propre à la réutilisation. Le schéma suivant vous redonne un peu des éléments concernant la circularité dans le domaine de la construction des constructions. J'aime bien ce schéma qui, en fait, reprend les matières premières issues de ressources renouvelables qui vont servir à la production d'éléments de construction en faisant appel à l'éco-construction, en étant vigilant sur les achats durables et en évitant les matériaux trop complexes, les matériaux qui ne pourront pas être ni réemployés ni recyclés. Le design et l'engineering au niveau de la construction durable va permettre de concevoir des bâtiments en anticipant leurs futurs besoins, donc en augmentant l'aspect flexibilité et fera l'objet d'une certification environnementale. En, durant la période d'utilisation et en ayant une maintenance vraiment très suivie d'un équipement ou d'un bâtiment, on peut étendre sa durée d'utilisation et on peut avoir une meilleure utilisation d'un bâtiment en réduisant la consommation d'énergie, la consommation de ressources et finalement les déchets générés. La rénovation d'un bâtiment permet aussi d'étendre son temps d'utilisation, que ce soit un bâtiment ou un équipement. On peut avoir carrément un revamping ou un refurbishing de certains équipements et pouvoir augmenter leur durée d'utilisation. Et finalement, quand il n'y a plus possibilité de rénover et quand un bâtiment doit être déconstruit, euh, en faisant un audit pour la déconstruction sélective et en envisageant euh, vraiment un audit aussi pour le réemploi et le recyclage des matériaux, on peut réintroduire dans le cycle des éléments de construction qui vont soit servir à la production de nouveaux éléments, soit permettre d'intervenir au niveau vraiment de la construction proprement dite. Alors, la grande question du réemploi qu'on va aborder maintenant, je voulais d'abord un peu voir avec quels acteurs on pouvait aborder cette question du réemploi. Et ces acteurs sont nombreux. Il faut vraiment toujours penser qu'il y a lieu de solliciter un maximum d'acteurs au niveau du réemploi. Et quels sont-ils? On pourrait parler des experts du réemploi, bien que je suis tout à fait conscient qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément encore d'experts du réemploi, mais je suis vraiment conscient que euh, à, à terme et dans le futur, ce sera une fonction et une activité qui va vraiment se développer. Quels sont les acteurs qui peuvent vous aider aussi? Ce sont les fournisseurs de matériaux de réemploi, hein, ce qu'on appelle aussi reclamation dealers, qui gèrent soit une plateforme, soit une zone de stockage. Alors, il n'y en a pas énormément au Luxembourg, ou voire très 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 peu au Luxembourg, mais dans les pays voisins, vous avez la possibilité de trouver ce type de fournisseurs. Les bureaux de contrôle, si on envisage de réemployer
des éléments structurels, il y a lieu de faire appel au bureau de contrôle parce qu'il y a les aspects contrôle de la construction, les aspects garantie, les aspects assurabilité. Il y a bien entendu les entreprises de déconstruction et de construction qui acquièrent de plus en plus d'expérience et de savoir-faire au niveau de la question du réemploi. Dans certains pays, certaines se spécialisent même en la matière et deviennent à la fois des constructeurs, mais aussi récupérateurs et deviennent fournisseurs de matériaux de réemploi en vue de leur utilisation ultérieure. Les architectes, les architectes sont les prescripteurs et sont les concepteurs des nouveaux bâtiments. Et donc, la question du réemploi est vraiment à envisager aussi avec les architectes. Et finalement, bien évidemment, les propriétaires des bâtiments qui seront les principaux acteurs qui vont favoriser ou non le réemploi au niveau de leurs bâtiments selon leurs objectifs et selon leurs priorités. Alors, quand aborder la question du réemploi? Je dirais que très, très succinctement et pour vraiment résumer la chose, je dirais le plus tôt possible. Le plus tôt possible à partir du moment où on sait qu'un bâtiment va être déconstruit ou démoli et de manière itérative. Donc, très rapidement, alors que le bâtiment est encore en fonctionnement, avant même qu'il ait été évacué en vue de sa déconstruction, il y a lieu de commencer et de faire des visites et de faire des audits. Et je dirais, l'audit va devenir de plus en plus précis au fur et à mesure. Alors, il y a lieu aussi de ne pas négliger la présence de matières dangereuses au sein du bâtiment et donc d'envisager de faire une vérification ou un audit amiante, de vraiment éviter d'exposer les opérateurs à, à des matières dangereuses, donc en vérifiant qu'il n'y a pas de matières dangereuses dans le bâtiment. Et donc voilà, cette question du réemploi, elle doit être abordée le plus tôt possible. Et puis, en fonction du développement, en fonction de ce qu'on va trouver, on va au fur et à mesure préciser et qualifier et, on va dire, augmenter la qualité de l'information euh, qui est récoltée par rapport aux éléments qui pourraient être réemployés. Alors, si je la représente sur avec le phasage d'un chantier, je ne vais pas rentrer dans les détails du phasage d'un chantier de déconstruction, et on voit vraiment que c'est très, très en amont des opérations de déconstruction proprement dites qu'il faut faire l'inventaire pour le réemploi et qu'il faut se poser la question du réemploi. Hein. Donc, dès que vous avez rassemblé une équipe qui va permettre de travailler et de réfléchir à la manière dont le bâtiment va être déconstruit, c'est vraiment une des premières choses à faire. Je rappelle que les slides sont à votre disposition, c'est la raison pour laquelle je ne m'appesantis pas sur ce slide. Alors, comment aborder la question du réemploi? Mais en fait, pour aborder la question du réemploi, il est vraiment question d'avoir le bon mindset. Hein. Il faut vraiment se poser la question quel va être l'objectif et euh, quel sera le scope, hein, sur quoi va se baser sur le réemploi. Et il faut à la fois, je dirais, ça peut sembler un peu trivial, mais être curieux, mais aussi être réaliste. Et finalement, faire preuve d'efficacité et je suis conscient que ce n'est pas encore quelque chose qui est répandu et la plupart du temps, on en est encore à des chantiers qui servent de démonstration et donc il faut oser essayer et tirer profit des opportunités. En pratique, il est très important d'identifier rapidement le potentiel de réemploi, vraiment fondamental de bien structurer l'information, hein. C'est l'information qui accompagne un élément de construction qui fait que celui-ci est un déchet ou n'est pas un déchet. Un élément sans information devient un déchet. Plus cette information sera précise et détaillée, et plus la valeur ajoutée de cet élément pour le réemploi sera importante. Et alors, il est aussi très important de bien faire connaître rapidement vos intentions, et ceci pour trouver la bonne destination, faire la publicité d'un chantier de déconstruction pour pouvoir, je dirais, attirer les, les intéressés potentiels des éléments qui seront déconstruits et qui seront amenés à pouvoir être réemployés.
Alors, comment identifier le potentiel de réemploi? Bon, il y a deux manières d'identifier ce potentiel. La première manière, ce sera vraiment par analogie avec les éléments couramment réemployés. Et pour ça, vous pouvez vous baser un peu sur ce que vous pouvez trouver sur les plateformes existantes de réemploi. Alors, si on va de l'extérieur du bâtiment vers l'intérieur, quels sont des éléments facilement réemployables? Ben, c'est tout ce qui va être pavé, bordure et clinker. Ça peut être aussi tout ce qui va être dallage en pierre ou bois de terrasse. Dans beaucoup de situations, ces éléments sont réemployables. Si maintenant on rentre plus dans le bâtiment, sur son enveloppe ou sur ses éléments structurels, et tout ce qui va être poutre et poteaux en bois, le bois se prête très, très, très bien au réemploi. Tout ce qui va être seuil, marche et moellons en pierre, tours de fenêtre, et cetera. Les structures en acier, les poutres métalliques, les charpentes métalliques, si elles sont bien démontées, peuvent se prêter au réemploi. Tout ce qui va être briques, les isolants. Les isolants, ça peut paraître, heu, un matériau qui a peu de valeur, mais on se rend compte qu'avec la hausse des matériaux de construction pour l'instant, parfois on est même en rupture de stock et on a des difficultés à se fournir en isolant. Un isolant bien démonté peut être facilement réemployé. Les tuiles, les ardoises, les couvre-murs, le bardage, les lambris en bois et finalement les hangars, serres et granges, c'est quelque chose qui se réemploie très bien. Si on parle si on va maintenant vers l'intérieur du bâtiment, tout ce qui va être menuiserie, châssis de fenêtres, portes, escaliers, les finitions intérieures, que ce soit dallage et carrelage, les parquets et planchers, les cloisons, tout ce qui est cloisonnement intérieur, cloisons phoniques, et cetera. Également aussi les planchers techniques, ça peut être réemployé. Tout ce qui est bardage, lambris en bois, panneaux et lattes en bois. Si maintenant on va vers l'équipement, proprement dit, tout ce qui va être sanitaire est réemployable. Tout ce qui va être installation technique, c'est rarement le cas parce qu'on a des problèmes, d'assurabilité, on a des problèmes de suivi c'est un peu comme une voiture, hein, si on n'a pas un carnet de maintenance précis, bah, c'est difficile de réemployer des installations techniques, mais c'est faisable. Tout ce qui va être radiateur luminaire et finalement les éléments de décoration, des éléments, avec une valeur architecturale, les ferronneries, les cheminées, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une identification du potentiel par analogie. Il y a une autre manière de procéder, c'est de se baser sur des critères et des aspects positifs ou négatifs. Alors, quels sont ces critères? Ben, ça peut être la démontabilité, c'est la première chose, hein. Si l'élément est collé, fixé, sans moyen de démonter, bah, pas besoin d'envisager un réemploi. L'homogénéité des lots. Heu, c'est souvent plus intéressant d'avoir des lots relativement importants et bien homogènes. La quantité, la valeur va intervenir, les questions logistiques. Est-ce que, le réemploi nécessite l'intervention, d'une entreprise extérieure? L'authenticité, hein, là on parle d'une valeur architecturale ou d'une valeur liée à la rareté, d'un produit, au fait qu'il vient d'un designer connu. Heu, L'état général du produit, le fait que c'est quelque chose qui est encore au goût du jour ou qui est totalement, hem, je dirais, dépassé, les risques pour la santé bien entendu et finalement, l'embodied carbone, tout ce qui va être, aspect, impact environnemental. Ça, ce sont des critères, à prendre en considération. Alors très rapidement, beh, il y a une checklist qui permet d'envisager, de manière un peu plus, systématique, la prise de décision et les facteurs à considérer, pour le réemploi. Et donc, cette checklist, bah, elle reprend, voilà, différentes questions concernant l'état général, les quantités, les dimensions, l'homogénéité du lot, les qualités techniques. Est-ce que ça répond bien à des est-ce que les qualités sont connues? Est-ce qu'on a des documentations? Est-ce qu'on a quelque chose qui permet de vérifier ces qualités? La valeur économique, la valeur architecturale liée à l'authenticité. Est-ce que c'est, une poignée de porte qui a été fait par un designer, très connu et que peut-être que ça peut un peu comme en brocante ou, chez l'antiquaire, mais ça peut valoir énormément d'argent. Hem, la facilité de déconstruction, heu, la logistique, hein, les aspects environnementaux, les aspects santé-sécurité. Encore une fois, pas question de vouloir réemployer quelque chose qui pourrait avoir un impact, néfaste, que ce soit, sur la santé ou sur l'environnement, direct et finalement, bien sûr, les signes d'altération, il y a des fuites, une usure ou, des dégradations. Donc ça, c'est vraiment voilà, il y a une checklist aussi qui peut être utilisée.
Alors, quelles sont les possibilités existantes pour le réemploi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un élément présentant un grand potentiel de réemploi? Ben, ça peut être un réemploi direct sur le même site ou sur un autre site. Ça peut être, peut passer par un fournisseur de matériaux de réemploi qui va peut-être être intéressé par reprendre, acheter éventuellement, ces matériaux. Il y a la possibilité de travailler avec des plateformes en ligne. Certaines plateformes sont uniquement virtuelles. Heu, il y a la possibilité de faire don ou de céder à titre gratuit pour certaines autorités ou, je dirais, décideurs publics. C'est parfois plus facile parce qu'elles n'ont pas la vocation, elles n'ont pas vocation à faire du commerce et donc il y a des difficultés, réglementaires, et légales de pouvoir, revendre. Donc parfois le don ou la cession à titre gratuit, c'est une solution, élégante et je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est en train de se développer. Il y a aussi parfois possibilité de retourner le produit ou l'élément chez le producteur. Certains producteurs, de structures métalliques, certains producteurs de certains, matériaux, bien spécifiques sont parfois intéressés par les reprendre parce que, bah, ils ont une connaissance précise de ce qu'il y a à l'intérieur et avec la raréfaction des ressources, bah, ça peut être intéressant pour eux, de reprendre certains éléments, certains produits. Alors, comment structurer l'information? Comme je l'avais dit au départ, il y a vraiment une importance de la granularité selon le potentiel de réemploi. Et donc, cette information, elle doit aller d'une information contextuelle, vraiment une information de base. Euh, donc, l'information contextuelle, c'est vraiment quelque chose de basique sur le lieu, les dates de visite, les coordonnées des acteurs. Les informations de base, c'est les dimensions, le nombre, la surface, le volume, la masse. Et finalement, au fur et à mesure, aller vers une information de plus en plus détaillée par élément, avec des caractéristiques techniques, des certifications, voilà, des éléments vraiment, spécifiques. Voilà, typiquement un exemple de tableau, hein. Donc dans ce tableau, on fait, la liste de portes qui peuvent être, récupérées, en vue de leur réemploi et donc on a 2 types de portes suivant qu'elles ouvrent à gauche ou à droite. Ça, c'est le 1er critère. On a une définition de leur dimension, de leur masse, un total, on sait où elles se situent, on a, quelques informations sur leur état et finalement, beh, ces portes, il s'avère que ce sont des portes, coupe-feu et là, bah, il devient intéressant de rentrer dans le détail, de savoir quel est le fabricant, quelles sont ses spécificités, quelle est la durée de résistance au feu, quelle est la composition de la porte, quel est le type de finition, et cetera. Quel est l'âge éventuellement de la porte? Est-ce que ces portes contiennent des matières dangereuses? Ce sont de très vieilles portes avec de l'amiante à l'intérieur ou pas du tout? Ce sont des portes, récentes? Voilà, c'est vraiment un exemple pour vous expliquer, la manière dont il faut, aller vraiment vers de plus en plus de détails et ceci en fonction de l'intérêt, que représente l'élément, qui, qui devra être, ou qui pourra être réemployé. Il n'y a pas lieu de rassembler l'ensemble de ces informations s'il s'avérait qu'un élément n'a pas de potentiel du tout de réemploi. Alors voilà, élément à prendre en compte en cas de réemploi, beh, vraiment l'importance du démontage soigné et professionnel. Si on parle d'équipement, mais il serait idéal que ce soit la même entreprise qui démonterait et qui remonterait, l'équipement. C'est très important pour, des matériaux tels que des portes, des fenêtres. C'est impératif si c'est un équipement technique. Vraiment importance de connaître le devenir des matériaux, hein, c'est difficile, la traçabilité du réemploi, c'est extrêmement difficile, donc hormis en ayant des renseignements photographiques, et voire en ayant peut-être un système de traçabilité avec un QR code ou ce genre de choses. Alors, je suis conscient vraiment du rôle primordial d'une plateforme de stockage et de mise à disposition des matériaux et je sais qu'au Luxembourg, il y en a toujours pas pour l'instant. Hein, voilà, il y a vraiment une nécessité d'avoir ce type de plateforme. Je ne désespère pas qu'à terme, il y ait une plateforme de ce type au Luxembourg afin je dirais, de booster un peu le l'économie du réemploi et pouvoir, mieux mettre je dirais, en face l'un de l'autre, l'offre et la demande. Alors, quels sont les éléments à retenir pour atteindre ces objectifs de réemploi? Mais il faut vraiment se dire que le réemploi peut être mis en œuvre dans de nombreux contextes différents. Ça nécessite, contrairement à ce qu'on pense, que des adaptations relativement limitées. Par contre, l'élément vraiment, important qui doit être pris en considération, c'est la communication et l'excellente communication entre les différents acteurs,
au niveau, des chantiers, au niveau, des opérations de déconstruction. C'est vraiment ça, c'est un élément clé. Et finalement, beh, il doit faire fi de nombreux clichés. Il y a beaucoup d'éléments, et de choses qu'on entend parfois sur le réemploi qui sont vraiment à, je dirais, à battre en brèche. Heu, les éléments clés, c'est vraiment d'anticiper, c'est de fixer des objectifs clairs dès le début du projet. C'est vraiment, envisager très rapidement, dès le début du projet, quels sont les objectifs. Il faut essayer d'analyser toutes les possibilités, surtout au niveau des filières. C'est pas quelque chose qui est évident, mais, il ne faut pas non plus, je dirais, s'avouer trop vite vaincu en pensant que, parce qu'on ne trouve pas directement une solution, il n'y en a absolument pas. Certaines demandent parfois un peu plus de temps et un peu plus de persévérance. Il y a une nécessité vraiment de former et d'informer. Ça, c'est plus globalement au niveau, comme je l'ai dit, au niveau du réemploi. Des experts en réemploi, il n'y en a pas encore énormément pour l'instant. C'est quelque chose qui, je pense, à l'avenir, se se se, se développera. Et finalement, il faut se baser sur les retours d'expérience. À l'avenir, on peut envisager une évolution des pratiques de déconstruction, de plusieurs manières. On peut se poser la question, est-ce que la digitalisation va pouvoir aider à l'optimisation des pratiques de déconstruction? On pourrait se poser la question aussi, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'utiliser des robots, hein, notamment quand la déconstruction demande pas mal de main-d'œuvre, et qu'elle requiert, vraiment des opérations, techniquement parfois un peu compliquées. Alors il y a cette approche-là, il y a aussi l'approche, de recourir à l'économie sociale et solidaire, hein. Je pose des questions, hein, je ne me pose pas, et je ne prends pas position à ce sujet-là. Heu, on pourrait aussi envisager un avenir où le réemploi deviendrait incontournable, hein. On a parlé de la raréfaction des ressources et on voit le prix de l'énergie qui s'envole. Si, les ressources, deviennent, sont de plus en plus taxées ou si on taxe, l'impact, carbone, hein, le carbone footprint, des éléments, peut-être que le réemploi deviendra finalement incontournable. Ce serait, je pense, une bonne chose. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la digitalisation et le recours à l'intelligence artificielle permet d'automatiser des activités d'inventaire et permet, de rapidement, et d'aller plus vite sur, les inventaires, pour le réemploi, hein. Et donc ça peut être des technologies comme le scan 3D, l'object recognition, le reversible bin ou, vraiment pour pouvoir avoir trouver le meilleur scénario de déconstruction. Et à ce sujet, je voulais, vous présenter rapidement, ben, un projet, Interreg européen dans lequel le LIST, est partie prenante, hein. Ce projet, c'est Digital Déconstruction et donc, ce projet vraiment, c'est un projet basé sur des solutions digitales avancées pour pouvoir, promouvoir le réemploi et le recyclage de haute qualité des matériaux de construction. Donc c'est un projet, donc Interreg Northwest Europe, qui regroupe 14 partenaires, des partenaires, qui sont des partenaires des Pays-Bas, donc de Belgique, de France et du Luxembourg. Et au Luxembourg, bah, je citerai notamment BIM White, Schröder et Associés et donc le LIST, hein. C'est un projet, heu, qui va s'étendre sur 45 mois, donc on approche doucement du milieu du projet. Et donc, vraiment, projet, qui a la volonté donc d'utiliser plusieurs types d'outils, digitaux dont, voilà le scan 3D, hein. Donc, il y a la possibilité de scanner très rapidement des bâtiments et d'en faire un streaming et finalement une segmentation 3D, donc c'est-à-dire d'obtenir des nuages de points. Et donc là, vous avez notamment dans des bâtiments de bureaux, dans des bâtiments industriels, dans des structures métalliques, vous avez cet outil qui vous permet de très rapidement, heu, connaître le nombre d'éléments, qui interviennent. Ça permet vraiment de très rapidement avoir une vue d'ensemble, et de faire un inventaire, automatisé, alors que si on devait le faire à la main, ça prendrait vraiment un temps fou. Alors, l'information qui provient de cette segmentation 3D, donc issue du scan 3D, elle permet d'alimenter des modèles, basés sur, le BIM, sur le reversible BIM et donc, via des algorithmes, liés à la déconstructibilité des éléments. Beh, notamment,
GTB Lab aux Pays-Bas arrive à employer des algorithmes qui permettent, en fonction du nombre de connexions des éléments, du type d'éléments, de leur position dans les bâtiments, de savoir lesquels seront potentiellement réemployables. Donc, ce potentiel de réemployabilité ne veut pas dire qu'ils seront finalement réemployés, mais ça donne en tout cas, sur des gros bâtiments, des idées très rapides sur ce sur quoi il faut se focaliser, hein, et notamment dans les informations à recueillir. Hein, sur l'image que vous avez, tout ce qui est en rouge est à faible potentiel de réemploi et tout ce qui est en vert est à haut potentiel de réemploi. Donc là, c'est vraiment une aide vraiment très importante pour pouvoir faire rapidement un audit de réemploi. Alors, un autre outil qui est utilisé dans ce projet digital des constructions, ben, c'est tout ce qui est base de données de matériaux avec une définition des objets et les aspects environnementaux, embodied carbone. Donc, voilà, ça c'est vraiment un ensemble d'informations qu'il faut aussi dont il faut aussi pouvoir disposer. Et un quatrième outil, c'est la blockchain. Alors, la blockchain, ça sert à quoi? Ça sert à fixer les éléments liés à la propriété des différents produits, équipements au niveau d'un bâtiment et de pouvoir assurer un suivi, je dirais, sécurisé des transferts de propriété, etc. Donc, si on représente la plateforme de cette manière-là, on a quatre outils en parallèle qui vont communiquer avec une plateforme. Et cette plateforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agréger les informations et les présenter de manière synthétique et de manière, je dirais, expurgée aux utilisateurs. Donc, elle va fournir un scan 3D avec un système où on va pouvoir se promener dans le bâtiment qui aura été scanné. Donc, ça permet de faire des visites à volonté par la suite. Elle permettra d'avoir une visualisation BIM, Where BIM, donc pouvoir reversible BIM, donc pouvoir euh, vraiment analyser la façon dont certains éléments sont, on va dire, interconnectés et pouvoir déjà réfléchir à la manière dont la déconstruction va pouvoir se faire bien avant de la réaliser. Elle fournira des indicateurs environnementaux sous forme d'un dashboard, des indicateurs économiques, hein. Elle intègre aussi une analyse des coûts-bénéfices en fonction du type d'opération qui est faite. Est-ce qu'on parle de réemploi? Est-ce qu'on parle de recyclage? Et finalement, donc les détails de la transaction, la blockchain s'avère intéressante parce qu'on envisage déjà l'avenir de cet outil. On pourrait envisager qu'une personne intéressée par des matériaux de réemploi au sein d'un bâtiment puisse, on va dire, mettre une option de réserver des éléments avant leur déconstruction, puisse dire en amont de la déconstruction, oui, je suis intéressé par le réemploi de telle ou telle structure dans le bâtiment ou telle et telle poutre, et en fait, je les réserve, et tout ça serait, je dirais, gravé dans le marbre grâce au processus de blockchain. Donc voilà le fonctionnement en quelques mots de la plateforme. Si vous êtes intéressé, bah, je vous suggère d'aller voir sur le site d'Interreg. Et alors, il y a aussi possibilité de suivre le développement de ce projet sur la plateforme LinkedIn. Alors, au Luxembourg, que nous réserve l'avenir? Ben, l'avenir, c'est une nouvelle loi sur les déchets. Alors, cette nouvelle loi sur les déchets, elle va donner des éléments au niveau de la planification et de la construction. Hein, c'est cette fameuse loi qui a été déposée en septembre 2020 à la Chambre des députés. Donc, elle va fixer les obligations de prise en compte de la prévention des déchets et du réemploi. Hein, ce sera vraiment plus clairement énoncé dans la loi. Elle va, en ce qui concerne les terres d'excavation, elle va fixer la nécessité de réduire la mise en décharge, et heu, l'entreprise de construction, le maître d'ouvrage devra pouvoir démontrer qu'il a pris cela en considération. Au niveau des opérations de construction-déconstruction, il y aura une obligation de tri et de collecte séparée de différentes fractions avec au moins les fractions suivantes, donc le bois, les minéraux inertes, le métal, le verre, le carton, le plastique, le plâtre et les déchets dangereux. Ce sera obligatoirement trié sur le chantier. Au niveau de la déconstruction du bâtiment, il y aura une obligation d'inventaire par le maître d'ouvrage
si le volume bâti est supérieur à 1200 mètres cubes avec plus de 100 mètres cubes de déchets et un inventaire obligatoirement à réaliser par un organisme agréé si le volume bâti est supérieur à 3500 mètres cubes. Et finalement, à l'horizon 2025, dans le cadre d'un bâtiment bâti de plus de 3500 mètres cubes, il y aura obligation d'avoir un registre informatique des différents matériaux utilisés, le remplacement dans le bâtiment et une mise à jour. Donc ce registre informatique, ben, on se rapproche un peu de ce qui pourrait être fait dans un BIM ou dans un cadastre des bâtiments. Donc c'est vraiment une volonté des autorités publiques d'avoir une vision plus claire du patrimoine bâti et des possibilités à l'avenir de faire, de promouvoir le réemploi en réutilisant, en réemployant des éléments d'un bâtiment vers un autre bâtiment. Donc, vraiment, cette idée de cadastre, de registre digital du bâti. Alors, quelques mots aussi sur la stratégie zéro déchet, hein, donc qui veut favoriser la prévention et éviter le gaspillage. Donc voilà, cette stratégie zéro déchet, ben, envisage de concevoir les bâtiments comme des banques de matériaux, comme je l'ai dit, de favoriser les constructions en surface et en hauteur pour éviter les excavations inutiles, contrairement à ce qui était fait euh, le plus souvent jusqu'à présent. Prolonger le cycle d'utilité des bâtiments. Hein, si on peut éviter de déconstruire, c'est encore mieux, je dirais. Il faut se poser la question, a-t-on réellement besoin de déconstruire? Ne pourrait-on pas rénover et continuer à utiliser un bâtiment? Et finalement, créer des marchés pour les objets et les matériaux de la déconstruction. Hein, donc, comme je l'ai dit rapidement au cours de cette présentation, ben, il y a encore des choses à faire. Il y a encore une nécessité d'avoir des plateformes, notamment des plateformes de réemploi, des plateformes qui permettront de mettre en relation l'offre et la demande. C'est quelque chose qui existe très peu au Luxembourg. Si on regarde sur certaines cartes, on se rend compte que voilà, il y a quasiment rien qui existe, mais je pense qu'il y a vraiment une place pour cela. Donc la stratégie zéro déchet, voilà, faudrait vraiment favorise ce type de démarche. Alors, pour aller plus loin, j'ai repris à la fin de cet exposé un ensemble de sites de référence, donc que ce soit euh, des sites web tels que celui de l'administration de l'environnement, que ce soit des sites reprenant les projets Interreg Digital et Construction ou le projet Interreg FCRBE. Ce projet FCRBE, c'est un projet qui vise à faciliter la circulation des éléments déconstruits euh, en vue de leur réemploi au niveau de l'Europe de l'Ouest. C'est un projet dans lequel le LIST sera partie prenante à partir de l'année prochaine. C'est un projet qui existait déjà, mais qui euh, a la possibilité d'avoir une extension dans le temps et donc auquel le LIST va collaborer à partir de 2022. J'ai repris aussi l'adresse du site Opalis qui était en fait un annuaire des entreprises proposant des matériaux de réemploi sur la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et enfin, aussi un petit élément sur un projet Horizon H2020, Building as Material Banks, qui est vraiment aussi intéressant. Et finalement aussi, un petit rappel, donc inscrivez-vous à la newsletter de Bettriber Welt si vous ne l'étiez pas déjà. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite dans ma présentation. Je voulais pouvoir brosser un tour d'horizon. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition s'il y avait des questions euh, que mon exposé vous aurait suggéré. Merci beaucoup, Bruno, pour ta présentation. Il y a déjà des questions qui t'attendent. Donc, je propose qu'on commence cette session de questions-réponses. Alors déjà par une question courte. C'est l'upcycling est une forme de réutilisation ou pas? L'upcycling, c'est vraiment entre la réutilisation et le recyclage. On appelle upcycling vraiment quand on essaye de recycler la matière sans la dégrader.
Donc, je prendrai un exemple, un plastique qui aurait des propriétés vraiment spécifiques, on ne le mélange pas à d'autres variétés de plastique et on le réutilise vraiment en tant que matière première spécifique. Un autre exemple, ça peut être des variétés ou des nuances d'aluminium très, très particulières suivant qu'on a des profilés ou qu'on a un aluminium plus bas de gamme. Si on recycle les profilés pour en refaire des profilés, on appellera ça upcycling. Très bien. Merci Bruno. Maintenant, je passe à une question plus longue. Alors, dans les travaux publics, les autorités luxembourgeoises vont-elles prévoir dans la procédure de réemploi un document type bilan de récupération tel qu'il existe en Belgique par exemple, afin de forcer l'adjudicataire de traitement de déchets à s'engager à tout faire pour véritablement favoriser le réemploi? Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de la question, c'est par ailleurs, le réemploi est-il envisageable aussi dans les chantiers privés? Mais je crois que le réemploi, c'est vraiment alors il y a 2 manières de pouvoir, le favoriser. Il y aurait la manière de le rendre obligatoire, hein, ce serait une manière légale. On promulgue des lois, on le rend obligatoire et après il y a la démarche volontaire. Heu, c'est je dirais les 2 aspects doivent être pris en considération. Tous les chantiers ne sont pas propices au réemploi. Certains le sont beaucoup plus que d'autres. Je dirais qu'au niveau luxembourgeois, les autorités publiques réfléchissent à favoriser le réemploi et à pouvoir, donner des outils, notamment aux entreprises et aux adjudicataires pour pouvoir, mieux évaluer, et mieux évaluer la façon dont on atteint certains objectifs. Donc, il est clair qu'un bâtiment utilisant des matériaux de très haute qualité en est un ancien bâtiment des années, on va dire, 50 ou même, un bâtiment d'avant-guerre, avec une valeur architecturale intéressante, avec des parquets en chêne, des choses comme ça, va être beaucoup plus propice au réemploi qu'un bâtiment, rapidement construit dans les années 60, où on avait un besoin de bâtiments, vraiment de manière urgente et voilà, donc il y a vraiment ces aspects à prendre en considération. Donc pour répondre à la première question, mais non, il n'y a pas pour l'instant, de volonté d'utiliser un système comme celui qui est fait en Belgique, mais il y a une volonté de promulguer, des éléments qui vont devenir obligatoires dans les, soumissions publiques. Donc il y a, des clauses générales, des clauses techniques générales de la déconstruction qui vont être publiées dans les mois qui viennent par le CRTIB et qui seront d'application sur tous les chantiers publics. Ça, c'est une première chose. Il y a une réflexion sur comment pouvoir promouvoir le réemploi, mais elle ne passera pas par une obligation stricto sensu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à aux 2 volets de la question. Mmh. Merci Bruno. D'ailleurs, pour continuer sur ce sujet, aussi, par rapport à la législation, si le législateur ne force pas au réemploi de manière contraignante dans une certaine mesure ou n'offre pas des subsides pour l'encourager, notamment dans le secteur privé, peut-on vraiment croire qu'il va se développer à l'avenir? Je comprends très bien le sens de la question. Au jour d'aujourd'hui, il est dans la plupart des cas, plus facile, d'utiliser des matériaux neufs que d'employer des matériaux issus du réemploi, pour tout un tas de raisons. Parce que je pense que le prix de vente des matériaux neufs n'est pas le reflet, finalement leur impact sur l'environnement. Si on envisage une situation où le réel impact carbone, viendrait à être taxé, on comprendra aisément que notamment l'emploi de béton, et de certains matériaux, je dirais à haute technicité, deviendra plus compliqué parce que leur prix, de base deviendra énormément plus élevé. Alors, oui, et on pourrait envisager de fonctionner avec,
un subside, on pourrait, mais moi je suis plutôt persuadé que de la même manière que certains pans de notre économie sont en train de bouger, je pense que dans la construction, on va devoir bouger aussi parce que les prix de certaines matières vont s'envoler et il deviendra évident qu'on a besoin des matériaux issus du réemploi. C'est un peu ce qui s'est passé par le passé. Si on regarde du temps euh, des comment je dirais, des premiers. Après les Romains en Italie, ben, on a utilisé les pierres issues de la déconstruction des ouvrages romains pour construire les premières églises en Italie. Il y a énormément d'endroits, si on parle euh, sur Paris avant, je dirais, jusqu'après-guerre, on réutilisait énormément des matériaux issus de la déconstruction. Et c'était quelque chose qui était vraiment une habitude. Elle a été perdue parce on est arrivé rapidement dans une société où on avait cette espèce de folie à dépenser de l'énergie et une énergie qui était très très bon marché et des matières premières qu'on utilisait sans réflexion. Très bien. Merci Bruno pour ce passage. On passe de l'avenir au passé. Donc voilà, on voyage dans le temps cet après-midi. C'est très bien. Alors, une question plus courte maintenant. Avez-vous des exemples de plateformes existantes dans d'autres pays? Alors oui, il y a énormément de plateformes qui existent dans les pays voisins. Pour cela, le plus simple, c'est de taper sur le navigateur opalis.eu et vous aurez accès à énormément de plateformes, comme je l'ai dit, au niveau de la Belgique, de la France, des Pays-Bas. Et le Luxembourg est aussi sur cette plateforme. Il y a un exemple au Luxembourg, mais c'est un exemple particulier qui concerne le réemploi de matériaux anciens au niveau principalement des parquets, ce genre de matériaux. Mais je ne citerai pas un exemple particulier. Voilà, le site est un annuaire vraiment très très complet, donc ça pourra vous donner beaucoup d'informations aussi sur les méthodes de réemploi et sur tout ce qui concerne les possibilités de réemployer et de remettre en œuvre certains matériaux. Très bien. Une autre question, là plus de chiffres. Avez-vous des données sur le pourcentage des déchets de construction qui sont réemployés? Ouais, c'est ce que j'ai donné au début de mon exposé, hein. Selon les évaluations, il n'y a pas vraiment d'études précises en la matière. On parle de 1%. Les valeurs les plus optimistes parlent de 3%, mais je crois qu'on est plus près de 1%. Et après, tout dépend toujours si on se base sur des masses, si on se base sur des volumes, parce que voilà, il y a toujours cette difficulté. Autant les matériaux de construction, on les considère plutôt sous forme de quantité massique ou volumique, et autant les éléments de réemploi, ben, un élément a plus d'importance en tant qu'élément proprement dit que par rapport à la masse ou le volume qu'il peut représenter. Très bien. Une autre question, alors je la lis en complet. Bonjour et merci pour la présentation très claire. Comment abordez-vous la question de l'entreposage ou stockage entre la déconstruction et le réemploi? Alors, bonne question. C'est vrai que c'est un élément très important. Il y a 2 possibilités, mais il faut vraiment le prendre en considération, d dès le départ, de la déconstruction, parce qu'il est clair que ça peut poser des difficultés, notamment en ville, et suivant le type de déconstruction, qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a possibilité de stocker sur le chantier en attendant de pouvoir rassembler des quantités suffisantes et de les expédier vers le chantier où les éléments vont être réemployés. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a possibilité d'entreposer ces matériaux sur une plateforme
parce que le rôle de la plateforme, c'est aussi, de combler, le gap dans le temps qu'il y aura entre, la déconstruction et le réemploi. Il peut s'écouler, 1 semaine, 1 mois ou 6 mois, pour autant qu'on sache que ça va être réemployé, il vaut la peine de le stocker, et même si c'est 1 semaine, cette semaine, vous ne pouvez pas l'éviter si vous n'avez pas la possibilité de stocker sur le chantier. Donc oui, encore une fois, il y a vraiment une nécessité, d'avoir une réponse mieux structurée à ce type de besoin, via notamment, une plateforme ou des plateformes, ou via, on pourrait aussi envisager le principe d'un centre de consolidation, hein, la question des centres de consolidation, c'est à la fois pour l'approvisionnement des chantiers de construction, mais ça pourrait servir aussi, de plateforme de stockage en cas de déconstruction, pour pouvoir stocker temporairement, et jouer ce rôle. Donc il n'y a pas un type de réponse, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment, pris en compte, et qui n'existe, à à vrai dire, pas vraiment au Luxembourg pour l'instant. Une autre question sur la législation. Donc, est-ce qu'il y a une législation européenne ou nationale concernant la traçabilité d'un matériau destiné au réemploi ou à la réutilisation, analogue à la législation sur les déchets? C'est-à-dire, peut-on vérifier et contrôler que le matériau est vraiment réutilisé, réemployé? Il n'existe pas de réglementation européenne en la matière, et encore moins de réglementation luxembourgeoise. Donc, une possibilité, c'est de demander, une documentation photographique. Une possibilité pourrait être, d'utiliser, des QR codes qui permettraient de garantir comment je dirais? La qualité de l'information entre le moment où un élément est désolidarisé, du bâtiment dans lequel il se trouvait, jusqu'au moment où il est réemployé. Donc ce QR code, on pourrait envisager par géolocalisation, de le scanner, quand, l'élément a été, réemployé. Mais non, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en évidence pour l'instant. Je dirais, mais ça n'empêche pas, de pouvoir, favoriser le réemploi. Heu, voilà, mais c'est une question qui est prise en considération au niveau des autorités européennes, en tout cas. Très bien. Une question plus d'ordre relationnel. Alors, quel est le lien entre le CRTIB et le LIST? Alors, bonne question, pour être tout à fait, complet, le CRTIB, je pense qu'historiquement est une émanation, du LIST, et a pris naissance en fait, c'était peut-être pas le LIST, c'était le Tudor ou le Lippmann, à l'époque, et le CRTIB est issu d'une réflexion, des centres de recherche au Luxembourg sur la nécessité d'avoir un centre de recherche et de technologie d'innovation pour le bâtiment. Et actuellement, le LIST entretient, des relations avec le CRTIB, pour, faire la promotion, de la construction durable, du réemploi et des meilleures pratiques, au niveau des constructions. Très bien. Donc là, on arrive à la fin des questions. Il y a encore une question, mais c'est pas vraiment une question, mais je vais quand même préciser qu'il y a une société qui est spécialisée dans le réemploi des faux planchers, qui a participé à à cette session. Donc, je trouve toujours intéressant de voir que des solutions existent, en tout cas. Et cette question, on y répondra personnellement à la fin de cette session. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous avons débordé un petit peu, mais je pense que c'était nécessaire et c'était bien d'avoir aussi toutes ces réponses et ces clarifications. Donc, bah, écoutez, moi, je vous propose de clôturer cette session de questions-réponses. Bien sûr, Bruno est à votre disposition si vous avez d'autres questions après cette session. Donc, n'hésitez pas, à le contacter.
Merci beaucoup Bruno pour, ta présentation claire et tes réponses qui le sont tout autant et nous allons clôturer cette session et nous vous remercions d'y avoir participé. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée et à l'année prochaine pour de nouvelles sessions d'information. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.